Et l'aventure commence avec la création de notre association Info SNG de la main à la bouche. Est-ce qu'on ne crée pas un groupe où on va combiner à la fois ces professionnels de santé et les mettre face aux difficultés des parents? Ce qui était important, c'était surtout de mettre cette phrase, en fait, l'aide au sevrage des enfants dépendants à la sonde, toute pathologie effectivement confondue. SNG, c'est sonde nasogastrique, c'est un terme que tous les professionnels de santé comme les parents connaissent. Bien sûr, ce n'est pas du tout pour critiquer la sonde, qu'elle soit par le nez ou par le ventre. Non, c'est justement pour alerter. La nutrition entérale est mise pour une incapacité ou une contre-indication transitoire ou prolongée à l'alimentation orale et pour permettre des apports oraux qui sont suffisants afin de maintenir un état nutritionnel et une croissance qui sont satisfaisantes, et parfois ça peut permettre de traiter la pathologie. Tous les parents avaient mis sur un tableau que c'était un long parcours, qu'il y avait énormément d'angoisse, que c'était de l'esclavage, en fait, cette nutrition entérale, autant pour les parents que pour les enfants, qu'il y avait sans cesse des conflits, qu'il y avait des vomissements, qu'il y avait aussi de la peur, il y avait ce mot gavage qui revenait sans cesse. On voulait trouver des solutions, parce qu'il y a comment s'en sortir, effectivement. À quand le déclic, parce que ce mot aussi, déclic, on l'a tous entendu. Comment, où, avec qui, et en fait on en a déduit en conclusion qu'il nous fallait un partenariat humain. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est au bout de 10 ans, où est-ce qu'on en est arrivé maintenant ? Comme beaucoup de parents, ça a été particulièrement difficile pour nous d'accepter la pose de cette sonde, puisque voilà, il y a eu plein de sentiments qui se sont mêlés, notamment le fait en tant que parent et j'ai envie de dire en tant que maman, de se sentir imputée de mon rôle de mère, à savoir de ne plus pouvoir nourrir mon enfant. Je le rappelle, c'était un nourrisson. Évidemment, beaucoup d'anxiété liée à la maladie, de savoir comment on allait gérer cette sonde, les soins, mais également l'isolement social. La sonde, malgré tous les symptômes que Léon pouvait avoir, il était malade, ça se voyait, mais on a rajouté cette sonde sur le visage, qui est encore plus marqueur de maladie. Et à ça, je rajoute, j'en parle très rapidement, mais la violence des mots qu'on a pu avoir à l'hôpital, notamment en nous parlant de nécessité de poser cette sonde pour ne pas qu'il y ait de fausses routes et que notre enfant soit un 2 de tension. Et également le mot de gavage, voilà, qui nous a particulièrement blessés, on va dire, puisqu'on ne gavait pas notre enfant, mais on le nourrissait d'une autre façon. Raphaël est un petit garçon autiste qui a un trouble alimentaire et sensoriel. Et sur cette vidéo, on voit un petit garçon totalement en panique au moment du repas et une maman désemparée ne sachant plus trop quoi faire pour tenter de le faire manger. Elliot est un petit garçon qui est né en octobre 2017. Il est né prématuré. Il pesait 2 kg, 2 kg 2 pour 45 cm. Il a de gros antécédents médicaux à ce jour. Il est né avec un gros retard de croissance, une dysplasie bronchopulmonaire, une cardiopathie. Pendant 2 ans, 3 ans maintenant, oui, il a été oxygénodépendant. Il a également eu une paralysie diaphragmatique et après, il a d'autres malformations au niveau des côtes, des vertèbres et du genou. Ce qui fait de lui un enfant qu'ils ont décrit sous le syndrome Vacterl.
Pourquoi ces enfants qui sont nourris par sonde depuis la naissance n'arrivent pas à s'alimenter une fois que la réhabilitation chirurgicale ou médicale est faite? Quand on va mettre une nutrition entérale, quand on met de l'oxygénothérapie, on va avoir des scotch, on va avoir plein de choses sur le visage. L'enfant est hospitalisé, il va moins s'ouvrir vers l'extérieur, il ne va pas dehors. Une diminution des sollicitations orales également si c'est un enfant qu'on ne fait pas manger au début. Et puis, il y a une alimentation passive. En fait, c'est nous qui décidons, les médecins, les soignants, de savoir la quantité que nous allons mettre. L'enfant, il ne mange pas, il ne choisit pas de manger. Il y a une problématique dans la rupture des rythmes chronobiologiques, et puis on ne respecte pas toujours, effectivement, les rythmes de l'enfant. Un enfant, normalement, ça mange éveillé. Puis, la relation parent-enfant, elle est bien sûr mise à mal, avec des séparations, une hospitalisation, une rupture de ce plaisir de donner à manger à son enfant, de le nourrir. Il y a beaucoup d'angoisse avec l'hospitalisation. Le lien est effectivement cassé. Et donc tout ça, toutes ces choses-là vont provoquer, tu peux cliquer, des troubles alimentaires et des troubles sensoriels de l'oralité alimentaire. Il faut toujours revenir au développement normal. Et l'enfant qui est sous nutrition entérale, il n'a aucune de ces stimulations. Rien. Et la conséquence, eh bien, c'est que cet enfant est pris dans un engrenage. Il est dans une situation de privation sensorielle. On peut rajouter auditif parce que la mère leur parle, etc., etc. Comme je le disais en début de colloque, il y a ce problème en fait de la place de la famille du patient, des parents, parce que là on parle sur des enfants qui ne sont absolument pas autonomes et qui ne peuvent pas prendre en charge leur protocole. Voilà, moi je suis aussi partie prenante pour dire que l'équipe pluridisciplinaire, elle doit être aussi constituée de l'enfant et des deux parents. L'alimentation, c'est un point crucial dans le cadre du suivi de la maladie. Donc la diététicienne va vraiment être là pour répondre à toutes les questions concernant les aliments. C'est-à-dire, je mets du lait, mais quel lait? Je mets du gras, pas du gras, je mets du sucre. Et à la fin, l'objectif, faire que l'enfant puisse vraiment bien grandir et dans de bonnes conditions et garde le plaisir de manger. Comment ne pas avoir une purée pas trop collante avec les pommes de terre ou pas trop liquide avec la fatrini? La pomme de terre, c'est un inconvénient, donc il faut en mettre une dose, moi je dirais 2/3 pommes de terre et 1/3 de produits comme la lentille corail par exemple, qui est bien tolérée parce que pas trop fibreuse, mais qui ne va pas faire cette pâte de colle. Après, la fatrini, moi je pense que c'est là où c'est intéressant de se faire aider par quelqu'un qui connaît les produits, parce que la fatrini c'est liquide, donc il vaut mieux mettre un produit type lait infantile en poudre pour avoir une concentration intéressante sans modifier la texture du produit. Le rythme d'administration, il y a des équipes qui vont continuer à faire de la nutrition entérale nocturne, d'autres qui vont essayer d'être en diurne. Et si on peut, on va essayer de passer en bolus rapide, moins d'1 heure, à la seringue ou à la pompe, parce que c'est ce qui va permettre d'être en lien avec la chronobiologie des enfants, avec le sommeil de l'enfant, avec le fait de faire ça au moment d'un repas avec les autres enfants quand il y a des aînés. Ne jamais forcer, c'est vraiment la consigne importante. 1 cuillère ou 2, ça suffit pour fermer le pylore. Alors attention aux interrogatoires vite faits et pas assez profonds. Parce que quand moi ça m'est arrivé d'avoir un interrogatoire auprès de parents qui me contactaient, il dit quand même il mange des frites et des nuggets. Ok, bon ça va, c'est gagné, c'est bon, on va y arriver là. Alors là, si j'ai la curiosité de poser la question, combien de frites et combien de nuggets? Et là j'apprends, c'est 10 frites et 1 nugget au repas. Là déjà on se dit il y a un problème. Et si on a la curiosité de poser la question la plus importante, en combien de temps il mange ces 10 frites et ce nugget,
Et là, là c'est cata, parce qu'on apprend qu'il va mettre 3 quarts d'heure pour avaler 10 frites et un nuggets. Un sauvage réussi, c'est quand on n'a plus besoin de la sonde, de la gastrostomie, c'est pareil. Plus du tout besoin. C'est un enfant qui est capable d'avoir 3-4 repas par jour, selon l'âge, pris en 5-10 minutes maximum. 10 minutes, c'est vraiment très maximum. 5-6 minutes, ça doit être plié. Pas de forçage, courbe de poids sans cassure, et il faut qu'il ait un repas varié avec les 7 familles d'aliments que vous connaissez, que je répète, parce que Catherine en a parlé: fruits, légumes, produits laitiers, protéines animales, corps gras, sucre, boisson. Et là, c'est Adrien aujourd'hui, avec une alimentation qui est entièrement par la bouche. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien la photo, j'ai essayé de l'agrandir. C'était pour vous montrer un exemple de ce qu'il mange. Des purées, voilà, c'est à peu près le type de purée qu'il mange. Et voilà, donc c'est plus du tout le même petit garçon, clairement, il fait énormément de choses avec son corps. C'est assez parlant, je trouve, une photo vaut mieux que 1000 mots. Et là, la façon dont il est, dont il se porte, maintenant, il a même des petites poignées d'amour. Alors ça, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé avant. Et je pense sincèrement que si on n'était pas passé par cette étape de Yael et l'association et de Catherine Sénez, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on aura été, mais voilà, beaucoup moins, je pense, qu'aujourd'hui. Arrivé en décembre 2021, on revoit la diète et là, Naya a pris 1 kilo. Donc là, on ne parle plus de gastrostomie et on arrête la sonde nasogastrique et on continue notre chemin sur l'enrichissement de ces repas. Avant de proposer une gastrostomie, il faut apprendre à travailler main dans la main et avoir des conseils et être entouré par toute l'équipe, en fait. Que ce soit les médecins, que ce soit les diètes, ils sont là pour ça. Et puis même Yael, elle a plein d'astuces qui nous ont beaucoup aidés. Donc je pense que si c'est possible, il faut tous travailler ensemble. Savoir ce que t'apporte une journée associative comme la nôtre. Déjà beaucoup de compréhension sur des terrains un peu vagues et puis une reconnaissance auprès des autres histoires. Du coup, je suis inclus dans un groupe et je suis plus en exclusion sociale un peu face à la maladie. Tous ensemble avec Info SNG.